Mel Brooks a dit un jour: «La tragédie, c'est lorsqu'on se coupe le doigt. La comédie, c'est quand on tombe dans une bouche d'égout ouverte et que l'on meurt». Une citation grinçante, à la fois drôle et cruelle, mais révélatrice d'un esprit unique. Derrière cette vision ironique du monde se cache un homme qui a bouleversé les codes de l'humour et qui a redéfini la comédie américaine du XXe siècle. Mais qui était-il vraiment? Melvin Kaminsky, plus connu sous le nom de Mel Brooks, est né à Brooklyn le 28 juin 1926 et fête donc 99 ans aujourd'hui même. Cinquième et dernier fils de Kate et Max Kaminsky, travaillant respectivement comme couturière à domicile et ouvrier dans une usine de textile, il vient d'une famille juive germano-russe vivant dans un petit deux pièces où l'intimité est un luxe inexistant et où l'on dort parfois à quatre dans la même chambre. Mais malgré les difficultés économiques, la cellule familiale est soudée par un humour constant, souvent grinçant, où les répliques fusent comme une forme d'autodéfense. Quand Max meurt en 1929, Melvin n'a que 2 ans et demi. Officiellement, la cause est une tuberculose rénale, maladie courante chez les ouvriers exposés à des conditions insalubres. Mais pour Mel, cette disparition restera une blessure ouverte. Il dira plus tard qu'il n'a jamais vraiment pardonné à son père de l'avoir laissé si tôt. Cet abandon précoce, conjugué à la misère ambiante, nourrira chez lui un besoin presque obsessionnel de provoquer le rire comme un cri de revanche sur le destin. Dès son plus jeune âge, Mel révèle une hyperactivité notable. Il est plus petit que les autres enfants, souffre de crises d'asthme et devient rapidement la cible de moqueries. Plutôt que de se laisser faire, il riposte avec son arme la plus redoutable, la parole. Il apprend très vite à faire rire pour désarmer, à détourner l'attention par l'absurde. Dans la rue comme à la maison, il devient un imitateur hors pair. Il parodie les voisins, les enseignants, les curés, les politiciens qu'il entend à la radio. Sa mère l'emmène parfois au cinéma, dans les petites salles de Brooklyn, où passent les films muets de Buster Keaton, Harold Lloyd, Charlie Chaplin ou les premiers parlants des Marx Brothers. Mel est fasciné par le rythme, le chaos maîtrisé, la mécanique presque mathématique du gag. Il s'exerce à reproduire les scènes à la maison, devant ses frères, qui rient à gorge déployée. Il raconte plus tard que le rire de ses frères fut pour lui la première ovation de sa carrière. Vers l'âge de 12 ans, Mel commence à s'intéresser à la musique, en particulier à la batterie. Un ami de la famille, musicien amateur, lui montre les bases du tempo. Il se passionne pour les grands batteurs de jazz comme Gene Krupa, Buddy Rich et parvient à convaincre sa mère d'acheter une vieille caisse claire d'occasion. Cette passion musicale lui apprend une chose essentielle, le rythme, qu'il appliquera plus tard à la comédie. Pendant ses étés d'adolescent, Mel est envoyé dans les montagnes des Catskills, au nord de l'État de New York, où les familles juives new-yorkaises modestes vont se ressourcer dans des pensions bon marché. Là-bas, les hôtels proposent les spectacles de variété en soirée. Comiques, chanteurs, magiciens, danseurs. Les comédiens qui passent par là doivent apprendre à survivre sur scène. Le public, souvent composé de familles bruyantes, distraites ou exigeantes, ne pardonne pas un bide. L'humour doit être rapide, physique et universellement drôle, mais il peut aussi finement référencer avec des clins d'œil à la culture ashkénaze, à la vie new-yorkaise ou à la politique du moment. En 1944, Mel a 18 ans. Les États-Unis sont engagés en Europe et comme des millions de jeunes hommes, il est appelé sous les drapeaux. Il suit son entraînement de base dans plusieurs États américains, dont l'Oklahoma et la Virginie, avant d'être affecté au corps de génie de combat de l'armée de terre, une unité technique mais souvent déployée en première ligne. Il est envoyé en Europe où il participe notamment à la campagne du Rhin dans les derniers mois de la guerre. Son rôle consiste à déminer les routes et ponts minés par les nazis, construire des ponts temporaires pour le passage des blindés, rétablir les communications dans des zones détruites. C'est un travail physiquement dangereux, parfois suicidaire, mais Mel n'est pas du genre à se plaindre. Il amène son humour partout, au point qu'on le surnomme parfois le comique du peloton. Le 14 août 45, le Japon capitule enfin et la Seconde Guerre mondiale s'acheva. Avant d'être démobilisé, Mel improvise des spectacles pour les soldats, joue de la batterie dans des orchestres de jazz improvisés et divertit ses camarades. Il raconte même qu'il a monté une scène de fortune à quelques kilomètres du front pour imiter Hitler, un sketch dangereux mais salutaire pour les nerfs. Il dira souvent que la guerre a renforcé sa croyance dans le pouvoir subversif de la comédie. L'ennemi n'est pas seulement à combattre avec des armes, mais aussi à ridiculiser. Cette idée est essentielle pour comprendre son futur premier film dont on parlera un peu plus tard. Après sa démobilisation, Mel revient à Brooklyn, chez sa mère. Il est un vétéran de guerre, mais sans diplôme universitaire, ni plan de carrière établi. Il reprend ses engagements dans les hôtels des Catskills, mais avec une ambition nouvelle. Il veut écrire, jouer
Créé pour un public plus large. En 1949, la route de Melvin croisa celle de Sid Caesar, un autre artiste des Catskills qu'il avait déjà rencontré à plusieurs reprises avant et après la guerre. Sid était un ex-saxophoniste et animait à présent des émissions comiques à la télévision. Il prit alors la décision de prendre Mel Brooks sous son aile et de le projeter en tant qu'auteur pour son émission à succès, Your Show of Shows, qui était un nid à auteurs prodigieux comme Brooks. En 1954, César créa sa nouvelle émission, César's Hour, où on retrouva la même équipe d'acteurs et d'auteurs, dont Brooks lui-même, et quelques nouveaux, comme Larry Gelbart, qui créera près de 20 ans plus tard la série culte MASH, ou encore un petit jeune du nom de Woody Allen, qui aura la carrière complète qu'on lui connaît aujourd'hui. César's Hours se termina en 57, et plus tard, il y eut un troisième programme qui rassembla à nouveau la même troupe, Sid César Invites You, qui ne dura à peine qu'un an. En 1959, l'aventure télévisuelle de ce petit groupe d'artistes était terminée. Durant les années 50, en plus du succès grandissant, Mel Brooks s'était mariée. La jeune fille s'appelait Florence Baum et était danseuse. Brooks sortait avec une de ses amies qui dansait dans le même spectacle qu'elle à Broadway et qui l'abandonna pour partir en Europe. Florence le consola et décida de l'épouser. Mes histoires lui plaisaient. Nous avons eu 3 enfants, mais nous étions mariés trop jeunes. Elle avait cru épouser son père, et moi ma mère. Le mariage se termina par un divorce par consentement mutuel, au moment où Mel était aussi en train de divorcer avec la télévision. En 59, il avait 33 ans et il était chômeur. Pendant presque 2 ans, il se réveilla tous les matins à 6h30 pour aller se taper la tête contre le mur de la salle de bain. Voilà. J'étais là, en chemise de soie, pensant que j'étais fait spécialement pour de grandes choses. La télévision était trop petite pour moi. Comment pouvais-je en sortir? Le spectacle n'était plus à la mode. Un jour, je vaux 5 000 $ par semaine. Le lendemain, je ne vaux plus un sou. Les mois suivants, Mel enregistra des sketchs comiques sur disque et les commercialisa, ce qui était à la mode et qui lui rapporta un peu d'argent. Mais en 1961, il fit une rencontre fondamentale, non pas pour sa vie professionnelle, mais pour sa vie privée. Le 5 février, à 16h, Mel Brooks rencontra Anne Bancroft. Anna Maria Luisa Italiano était née à New York, dans le Bronx, le 17 décembre 1931, dans une famille italo-américaine catholique d'origine modeste. Après avoir fréquenté l'Académie d'art dramatique, elle avait débuté comme actrice de télévision et avait ensuite signé un contrat avec la Fox comme actrice de cinéma. Entre 52 et 57, elle travailla sans succès dans des films de seconde zone et elle avait abouti au théâtre en 58 quand Arthur Penn lui confia le rôle de Guy Mosca dans Deux sur la balançoire aux côtés d'Henry Fonda. Son interprétation fut appréciée et récompensée et son nom fut connu des gens de Broadway. En 1959, elle joue à nouveau dans un spectacle mis en scène par Arthur Penn, The Miracle Worker, qui s'inspire de l'histoire d'Helen Keller, une auteure et une militante politique américaine, relatée dans son autobiographie Sourde, muette, aveugle, Histoire de ma vie, en 1903, et de son éducatrice Anne Sullivan. Anne Bancroft fait preuve d'une très grande sensibilité et d'une interprétation hors du commun, ce qui lui apporte de nouveaux prix, une considération et une notoriété encore plus importante. Le 5 février 1961 donc, à 16h, elle était en train d'enregistrer sa partition du Perry Como Show où elle doit chanter. Mel Brooks arriva dans le théâtre et la vit chanter vêtue de blanc. Dès les premières secondes, il fut fasciné par sa beauté, son élégance et sa prestance, mais aussi par son esprit tranchant, son intelligence vive et son humour sec. Après l'émission, Brooks siffla un taxi pour la raccompagner, puis ils passèrent la nuit ensemble à discuter de tout et de rien. Par la suite, ils se donnèrent de nombreux rendez-vous. Nous allions voir des films étrangers qui ne coûtaient que 99 cents. Nous marchions en nous tenant la main. Je la voyais tous les jours. C'était une grande cuisinière. Des aubergines au parmesan, des lasagnes, de merveilleux plats italiens. Bientôt, nous ne vîmes plus personne. Personne ne nous paraissait plus fascinant que nous. Le couple qui allait être appelé par leurs amis la Belle et la Bête était ainsi formé. Après quelques années ensemble, ils se marièrent en 1964. Une Italienne catholique épousa civilement un juif polonais, et la cérémonie fut célébrée par un presbytérien. Celui-ci fut scandalisé quand l'époux s'aperçut qu'il avait oublié l'alliance, et il unit son destin à celui d'Anna Maria Luisa Italiano avec une boucle d'oreille à elle. En 1972, leur union accueillera un petit garçon nommé Maximilien, comme le père de Mel, et qui deviendra plus tard écrivain, notamment connu pour le roman World War Z en 2006. A guy from way over on the other side of the theater said, "Hey, Anne Bancroft, I'm Mel Brooks. I want you to know that in 2 years, no man had ever approached me with that kind of aggression because I had just done Two for the Seesaw and The Miracle Worker, and people were very scared of me, especially men like, oh, she must be, this strange creature." And this aggressive voice came out from the dark, and I thought it would be a combination of Clark Gable and Robert Taylor and Robert Redford. Turned out to be Mel Brooks. And he never left me.
From that moment on, he would say, "Where are you going?" I said, "I'm going to William Morris." He said, "So am I." He said, "Where are you going?" "I'm going to that delicatessen." "So am I." No matter where I said I was going, he said he was going there. "I'm going to the Bonsoir tonight." "So am I." It just went on and on. The man never left me alone. Thank God. En 1965, il crée la série comique d'espionnage Max la Menace, en collaboration avec Buck Henry, ce qui lui procure plus de notoriété. Depuis quelques années déjà, Mel avait choisi de se consacrer aussi à la musique légère. Une des chansons qu'il avait composées s'intitulait Printemps pour Hitler. Il avait par la suite développé cette idée en un roman, puis plus tard il l'avait transformé en comédie, faisant la navette entre New York et Hollywood pour l'enregistrement de Max la Menace, et il décida de présenter le manuscrit au grand studio de Californie, en le transformant une dernière fois en scénario pour le cinéma. Le problème le plus important était que Mel s'entêtait à vouloir être non seulement scénariste, mais aussi metteur en scène. Mais vous n'avez jamais dirigé de film, objectaient les puissants producteurs. Ne nous faites pas perdre de temps. Chez Universal, un exécutif montrait un certain intérêt pour le projet, ce qui le réconforta un peu. Vous pourrez diriger le film, mais il faudra l'appeler Printemps pour Mussolini. Les films sur les nazis ne sont plus à la mode. Il allait donc commencer le dernier acte de sa longue course vers le succès. Printemps pour Hitler fut rebaptisé Les Producteurs, est sorti en 1967. Mel Brooks n'avait jamais vraiment eu de penchant pour la mise en scène. À 41 ans, il était un des débutants les plus anciens de l'histoire de la mise en scène cinématographique. Le film fut tourné à New York avec un budget prévisionnel d'$1 million, avec comme acteurs principaux Zero Mostel et Gene Wilder. Mostel était un grand acteur de théâtre qui jouissait d'une grande renommée méritée, surtout pour ses interprétations du rhinocéros de Ionesco et d'une adaptation au théâtre de Ulysse de Joyce. Âgé de 52 ans, il cherchait l'occasion de s'affirmer dans le monde du cinéma, car jusqu'à présent, il ne lui avait pas été très favorable pour des raisons politiques. En effet, il avait été victime des persécutions de Joseph McCarthy au début des années 50. Le second rôle était joué par l'acteur Gene Wilder. Si dans l'entourage de Mel Brooks, on ne parlera plus de Mostel, on retrouvera en revanche très souvent Wilder. Le film parle de Max Bialystock, un producteur peu scrupuleux de Broadway qui a pris l'habitude de séduire de riches dames âgées pour leur soutirer des chèques servant à financer ses spectacles. Alors qu'un jeune comptable, Léo Blum, vient un jour inspecter ses livres de compte, il lui soumet malgré lui une idée pour faire fortune illégalement. Souscrire un maximum de financement, puis produire le plus mauvais spectacle possible, afin que celui-ci soit immédiatement retiré de l'affiche, et qu'aucun commanditaire ne vienne lui réclamer des comptes. Les deux hommes décident de s'associer, dénichent une improbable comédie musicale à la gloire d'Hitler, écrite par un nostalgique du Troisième Reich, recrutent le pire metteur en scène possible, et engage un comédien sous substance psychotrope pour incarner le Führer. Springtime for Hitler and Germany. Le tournage ne fut pas des plus grands calmes à cause du relatif manque d'expérience du metteur en scène débutant. Il termina malgré tout le tournage à temps et même en dessous de son budget. À sa sortie, le film reçut des critiques flatteuses et quelques autres décevantes, mais la consécration ultime arriva le 14 avril 1969 lors de la 41e cérémonie des Oscars où Brooks remporta la statuette du meilleur scénario original, alors en concurrence avec des films comme 2001 l'Odyssée de l'espace de Kubrick ou encore Faces de John Cassavetes. And the winner is Mel Brooks for the producer. Pour ce premier film, Mel Brooks avait reçu l'aide conséquente de son assistant metteur en scène Michael Herzberg et de son producteur Sidney Glazier, et il allait continuer sur cette lancée avec la même équipe sur sa deuxième production cinématographique, l'adaptation du roman Les 12 chaises de Ilf et Petrov, paru en 1928 et que Brooks avait lu dans son enfance. Le mystère des 12 chaises sort donc en 1970 et se situe dans l'URSS de 1929. Il raconte l'histoire d'une vieille aristocrate russe ruinée par la Révolution qui révèle à son gendre ainsi qu'au prêtre du village qu'elle a caché une fortune en bijoux dans l'une des 12 chaises qui ornaient le salon de son ancienne demeure. Les deux hommes s'efforcent donc de retrouver chacun de leur côté les chaises maintenant dispersées à travers l'Union soviétique. Un jeune vagabond s'impose au gendre comme partenaire dans ses recherches et l'éventuel partage du butin qui a cependant déjà été trouvé et a servi à la construction d'un centre récréatif. Le film fut tourné majoritairement en Yougoslavie et notamment dans la région de Belgrade, et le tournage dura 3 mois. Les trois acteurs principaux étaient tous au début de leur carrière respective. Ron Moody, Frank Langella ainsi que Dom DeLuise, qui retravaillera plusieurs fois avec le réalisateur. Malheureusement, à son retour aux États-Unis, Brooks découvrit que son film était un échec auprès du public. Mais parmi les quelques éloges mesurés des critiques, on retiendra surtout celle de Pauline Kael, la spécialiste du cinéma la plus importante de cette époque. Brooks a l'opportunité de montrer son affection nostalgique pour le slapstick et sa passion naïve pour le cinéma de l'ancien temps. Toutefois, malgré ses dons,
il n'a pas dépassé le stade de la comédie du gag. En revanche, de nombreux critiques retinrent que le meilleur élément du film était le petit rôle que Brooks s'était réservé. Bien que ce ne soit qu'un rôle mineur, la présence de Brooks marque le ton du film. Un mélange de satire politique, de comédie burlesque et de critique de la cupidité humaine. Son apparition donne le ton, absurde mais chargé de sous-texte. Après ça, il eut un petit passage à vide jusqu'au jour où la Warner Bros l'appela pour travailler un scénario de western comique qui pendant la production et le tournage s'appela Black Bart, mais qui sortit sous le nom de Blazing Saddles, le shérif est en prison en France. Le film sort en 1974 et raconte l'histoire de Hedley Lamar, un juge sans scrupules qui veut mettre la main sur les terrains de la petite ville de Rock Ridge. Sa stratégie consiste à nommer un shérif noir afin de réveiller les instincts racistes de la population, mais Bart, qui occupe bientôt le poste, réussit à faire disparaître l'hostilité à son égard grâce à ses astuces et à l'aide de Jim, un as de la gâchette devenu alcoolique. Mais cette alliance ne fait pas l'affaire de Lamar, qui décide d'engager tous les malfrats de la région pour semer la zizanie dans la ville. Pour la distribution, Brooks fait à nouveau appel à Gene Wilder ainsi qu'à Dom DeLuise et engage de jeunes nouvelles étoiles montantes de la comédie, comme la magnifique Madeleine Kahn, avec qui il retravaillera plusieurs fois, ainsi que Cleavon Little, un acteur qu'on lui imposa pour le rôle principal. En effet, il accepta l'acteur à contre-cœur car il souhaitait engager l'écrivain et comédien Richard Pryor, qui avait fait partie de l'équipe d'écriture. Ce fut le premier grand film de Mel Brooks, grande distribution, grand budget, brisage du quatrième mur cultissime. Mais également de très grands risques. Et pourtant, malgré ses inquiétudes et un accueil froid de la part de quelques spécialistes du cinéma lors d'une avant-première, le film fut un immense succès auprès du public. En revanche, certains critiques se sont sentis mal à l'aise, un peu désorientés par un aspect du film, la vulgarité. Dans le film, on retrouve beaucoup de grossièreté et l'utilisation d'un langage cru. Mais la goutte d'eau pour ces critiques fut la scène d'épée. Des cow-boys qui mangent des haricots autour d'un feu de camp et qui, évidemment, lâchent quelques flatulences. Dans la vie, les gens font ce genre de choses, n'est-ce pas? Pourquoi pas dans les films? Dans n'importe quel film de cow-boy, ils s'asseyent autour d'un feu de camp et mangent des kilos de haricots et on n'entend jamais le moindre bruit. Pendant 70 ans, ces solides gaillards barbus et chevelus se sont battus et tirés dessus avec leur revolver à 6 coups et pendant tout ce temps, aucun d'eux n'a jamais le courage de lancer un P. Je suis convaincu que cette scène est amusante parce que les P de notre société sont amusants. Les P sont une minorité réprimée. Les P sont humains, et beaucoup plus que certaines personnes. Ce fut la période où l'humour autour des flatulences, et plus globalement l'humour gras, lié à ce champ lexical, se développa au cinéma, notamment avec 4 juin 2 en 1970, premier film à montrer quelqu'un faire usage des WC, et dans lequel on retrouve une scène où Martin Balsam, effectuant ses besoins naturels, est interrompu dans sa besogne par Anthony Perkins. Deux acteurs ayant déjà joué ensemble dans le premier film à montrer quelqu'un utiliser une chasse d'eau, Psychose, 10 ans plus tôt. Ou encore avec La Grande Bouffe en 1973 et ses somptueuses scènes pleines de poésie. On retrouvera cet humour dans de nombreux projets sur les décennies suivantes, Dumb and Dumber, Marie à tout prix, Shrek, ou même dans des films considérés comme d'auteur et sérieux, comme plus récemment Triangle of Sadness de Ruben Östlund. Remotivé par l'énorme carton de son nouveau film, Brooks décide de travailler avec son ami Gene Wilder, qui était passé de la scène à la machine à écrire, et écrivirent ensemble le scénario de Frankenstein Jr., qui sera une parodie des films d'horreur classiques d'Universal en noir et blanc. Il s'entoura à nouveau de Wilder lui-même, de Madeleine Kahn et engagea Marty Feldman, un acteur anglais qui s'était fait remarquer à la télévision dans des scènes comique pour incarner Igor le serviteur, rôle qui deviendra culte. Avec l'envie d'être le plus fidèle et respectueux possible envers les films d'origine, Brooks fit appel à Kenneth Strickfaden, le spécialiste des effets spéciaux et des décors qui avait travaillé sur de nombreux films des années 30 et qui avait gardé les trucages de l'époque. Le choix de tourner le film en noir et blanc était un grand risque à une époque où la couleur était nettement préférée par les spectateurs, mais ce choix fut tout de même encouragé par deux grands films de Peter Bogdanovich, La Dernière Séance et La Barbe à Papa.
Après avoir terminé le film, Wilder se sépara de la petite troupe et poursuivit son chemin de son côté. Il commença la préparation de son premier film en tant que réalisateur, le frère le plus futé de Sherlock Holmes, et retrouva à nouveau ses camarades Marty Feldman, Madeleine Kahn et Dom DeLuise. Pour la petite anecdote, Frankenstein Jr. est le troisième film de Mel Brooks à faire partie du classement des meilleures comédies de l'American Film Institute. Sur 100 films, il est à la 13e position, les producteurs à la 11e et le shérif est en prison à la 6e. Un jour, Ron Clark, décorateur de cinéma et écrivain de comédie, appela Brooks pour lui parler d'un projet, un film muet. Brooks avait beaucoup d'estime et de respect pour Clark, et c'est pour cela qu'il ne se ferma pas tout de suite à l'idée d'un film muet. Après tout, il venait de revisiter un morceau de l'histoire du cinéma en faisant un film en noir et blanc. L'écriture du film, qui devait à ce moment s'intituler simplement Silent Movie, puis La dernière folie de Mel Brooks, se mit donc en marche. Pour le casting, il fit encore une fois appel à ses comparses Marty Feldman et Dom DeLuise, mais retrouve également après de nombreuses années son vieil ami Sid Caesar. Le film sort en 1976 et parle d'un cinéaste hollywoodien tout juste sorti de désintoxication qui tente de convaincre les responsables d'un studio de cinéma de produire le premier film muet réalisé depuis 40 ans. Pour ce faire, lui et ses amis vont se mettre en contact avec plusieurs acteurs connus afin que ceux-ci jouent dans leur film. Et pour incarner ces acteurs connus, Brooks fera appel à de vraies stars de l'époque qui joueront ici leur propre rôle. Évidemment sa femme Anne Bancroft, mais aussi Burt Reynolds, James Caan, Liza Minnelli, Paul Newman et même Marcel Marceau, le mythique Mime Marceau, qui, pour le gag, est le seul personnage parlant du film. Non! Le film fut globalement apprécié à sa sortie, et d'après Brooks lui-même, il s'agit de son film le plus divertissant. Pour son prochain film, Mel décida de réaliser une nouvelle parodie dont la cible serait ni plus ni moins que la filmographie d'Alfred Hitchcock, un des plus grands metteurs en scène de tous les temps. Accompagné de sa femme, il alla rencontrer le maître du thriller lors d'un dîner, s'entendit à merveille avec lui, mais n'arriva pas à le convaincre de faire un de ses caméos si célèbres dans ce film qu'il ne réalise pas lui-même. Le Grand Frisson sort en 1977 et Brooks s'est à nouveau confié le rôle principal, un personnage inspiré des rôles de James Stewart ou bien Cary Grant chez Hitchcock, et il retrouve à nouveau sa grande amie Madeleine Kahn. Le film, qui parodie une quinzaine de films de Hitchcock, parle d'un docteur fraîchement nommé à la direction d'un asile psychiatrique de Los Angeles qui va très vite être victime d'une machination et qui devra faire face à ses crises d'anxiété aiguës pour prouver son innocence. Le film avait tous les éléments pour être un énorme succès, mais il reçut un accueil en demi-teinte par les critiques et les spectateurs. Mais malgré cet accueil tiède, Hitchcock en personne, ayant fortement apprécié le film, envoya à Brooks une caisse de grand vin français accompagnée d'un mot, un simple échantillon du plaisir que j'ai pris, n'ayez surtout pas d'anxiété à ce sujet, faisant référence au titre original du film, High Anxiety. Mel Brooks travaille depuis déjà quelques temps et accumule des idées sur un film qui serait son projet le plus ambitieux, mais en attendant de se concentrer à 100% dessus, il fait quelques apparitions à la télé et au cinéma, notamment dans le premier film centré sur les Muppets en 79, où il joue un savant fou qui travaille avec le principal antagoniste du film, et où il joue aux côtés de nombreux acteurs qui font également des petits caméos, notamment ses amis proches Caan, DeLuise et Pryor, mais également James Coburn, Elliot Gould, Steve Martin ou même le grand Orson Welles. L'année d'après, il fonde sa propre société de production dans l'objectif de produire des films plus sérieux et produira 3 films cette même année, Fatso, la première réalisation de sa femme Anne Bancroft, Loose Shoes, un des premiers films de Bill Murray, et enfin Elephant Man, le deuxième film du maître David Lynch, qui fut un succès à sa sortie, qui obtiendra le statut d'œuvre culte et dans lequel Anne joue un petit rôle très remarqué. Son prochain projet sera enfin le film sur lequel il travaille depuis des années. Il veut aller plus loin qu'une parodie de film, il veut réaliser une parodie de l'histoire humaine qui s'appellera La folle histoire du monde, History of the World Part 1, en version originale, qui est une blague dès le départ, étant donné qu'il n'a pas prévu de suite. Il revisitera donc plusieurs époques, l'âge de pierre, le temps de la Bible, la Rome antique, l'Inquisition espagnole et la Révolution française, traitant chaque segment comme un long sketch, reprenant les codes de l'époque visée et les tordant façon Brooks avec des anachronismes, des jeux de mots, des chansons absurdes, etc. The Inquisition, let's begin the Inquisition. Look out, Sam. We have a mission to convert the Jews. Et parodiant également des films cultes comme Les 10 Commandements, Ben-Hur, Cléopâtre, les comédies musicales des années 30 ou bien des films de KPDP des années 50. Le film se finit sur une fausse bande-annonce d'une suite qui ne verra jamais le jour où l'on voit plusieurs mini-sketchs,
notamment Hitler on Ice ou encore Des Juifs dans l'espace. Pour le casting, il jouera chaque rôle principal à chaque époque et il retrouvera comme d'habitude son entourage Madeleine Kahn, Dom DeLuise et Sid Caesar, mais il fera également appel à des acteurs avec qui il venait tout juste de travailler comme John Hurt en Jésus ou bien Orson Welles en narrateur. And the ape stood and became man. Et on aura même droit à un caméo de Hugh Hefner, le fondateur du magazine Playboy. I'm very excited about it. It's a new concept. It's called the centerfold. Le film sort à l'été 1981 et est un immense succès commercial et rapporte près de 3 fois son budget initial. Durant les années suivantes, Brooks produira quelques films, dont un en 1983 dans lequel il jouera le rôle principal aux côtés de sa femme, To Be or Not To Be, réalisé par Alan Johnson. Un remake du film du même nom sorti en 1942 de Ernst Lubitsch. L'histoire se passe durant la Seconde Guerre mondiale dans la Pologne occupée et suit une troupe de théâtre qui se trouve impliquée face à la Gestapo pour récupérer la liste des dirigeants de la résistance. Pour sauver Anne Bronski, son mari Frédéric se retrouve à jouer des rôles sur scène, mais aussi pour se substituer à des généraux allemands. Il finit même par se faire passer pour Hitler pour emprunter l'avion privé du tyran. Le film est bien accueilli à sa sortie, mais n'est pas un succès commercial majeur, malgré le fait que le professeur Emmett Brown soit revenu un peu trop loin dans le temps, ce qui nous offre une superbe prestation de la part de Christopher Lloyd en capitaine SS. En 86, Brooks fait à nouveau preuve de génie en produisant La Mouche de David Cronenberg, un film horrifique culte avec Jeff Goldblum et Gina Davis. Son rôle fut crucial car il protégea la vision radicale de Cronenberg, notamment face à la Fox, qui hésitait sur le ton du film. Il ne voulait pas être crédité publiquement pour ne pas que le public croie à une comédie horrifique. Pour sa prochaine réalisation, Brooks décide de s'attaquer à la science-fiction et notamment à l'univers de Star Wars, dont les 3 premiers films sortis respectivement en 77, 80 et 83 ont été les plus gros succès au box-office mondial de leur année de sortie respective. L'idée est de reprendre les grandes structures du soap opéra tout en intégrant des références à d'autres films de science-fiction comme Star Trek, Alien ou bien La planète des singes. Mel Brooks contacte donc George Lucas personnellement afin d'obtenir le droit moral de parodier Star Wars pour un film qui s'appellera Spaceball, la folle histoire de l'espace en français. Lucas accepte, à une seule condition capitale, que Brooks a le droit de parodier ce qu'il veut, mais qu'il ne pourra faire aucun merchandising tiré de son film. Condition que Brooks accepte directement, mais qui occasionne une blague culte du film. Yogurt, le Yoda parodié et joué par Brooks lui-même, parle de merchandising Spaceball à plusieurs reprises. Brooks s'offre encore une fois plusieurs rôles, dont un des antagonistes du film, et fait à nouveau appel à ses amis Dom DeLuise et John Hurt. Oh no, not again. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal. Send me a kiss, my wine. Baby, my heart's on fire. If you refuse me, honey, you lose me. Then you'll be left alone. Oh, baby, telephone and tell me I'm your own. Puis s'entoure de véritables stars du moment, comme Bill Pullman, John Candy, Michael Winslow, ou bien un des comiques les plus talentueux des années 80, Rick Moranis. Pour les décors et les effets spéciaux, Brooks souhaite que son film soit crédible en tant qu'œuvre de SF malgré l'aspect comédie du projet, et va donc tout simplement embaucher les équipes ayant travaillé sur les Star Wars originaux. Le film sort en 87 et est un succès plutôt rentable, sans être un énorme hit, succès qui se transformera en phénomène de culte quelques années plus tard avec l'arrivée de la location de VHS. 1989, Mel Brooks produit la suite de La Mouche, fait une voix en 90 dans la suite de Allô maman ici bébé, et décide l'année suivante de changer de registre en s'éloignant de la parodie et en réalisant une satire sociale et humaine du nom de Chienne de vie. Il adapte le principe du pari, principe déjà vu dans différents univers pour dénoncer la précarité et explorer l'empathie ainsi que la dignité humaine. L'histoire suit Goddard Bolt, joué par Brooks lui-même, un entrepreneur riche et arrogant qui rêve de voir son nom briller en construisant dans le quartier le plus pauvre de Los Angeles un gigantesque complexe immobilier. Mais son rival caresse lui aussi le même dessein et décide de lui lancer un défi fou, vivre 30 jours dans ces quartiers miséreux, sans argent, sans papier et sans aide extérieure. Pour la première fois au casting, on ne retrouve pas les habitués du réalisateur, mais il s'entoure d'acteurs importants tels que Jeffrey Tambor et Leslie Ann Warren.
Mais à sa sortie, le film est un échec commercial important malgré certaines critiques presse qui soulignent un équilibre entre humour et misère, quand d'autres jugent le mélange comédie-satire trop timoré et les blagues trop polies, ce qui est ironique par rapport aux critiques de ses premiers films qui jugeaient ses blagues trop grasses. Brooks est déçu de la réception de son film, mais commence tout de même à travailler sur son prochain projet qui sera une parodie du mythe de Robin des Bois, et plus précisément le scénario du film Robin des Bois, Prince des voleurs, avec Kevin Costner. Il offre les rôles principaux de son sacré Robin des Bois à de jeunes stars montantes comme Cary Elwes, Dave Chappelle et Amy Hesbeck, et contacte également des acteurs plus confirmés comme Richard Lewis, le chanteur Isaac Hayes ou encore le futur professeur Xavier, Patrick Stewart. Et Brooks offre bien sûr un rôle de choix à son ami Dom DeLuise avec le rôle de Don Giovanni, parodiant à la perfection le Don Corleone du Parrain. Le réalisateur s'offre un petit rôle plutôt marquant qui lui permettra, quand il s'adressera au roi Richard, de faire une blague clin d'œil à sa chanson It's Good to Be the King, datant de 1981, elle-même tirée de son film La folle histoire du monde. Ce qui me permet à moi de faire une micro-parenthèse sur la carrière musicale de Mel Brooks. En effet, il a écrit et interprété 2 chansons comiques qui ont eu leur petit succès. Celle-ci donc, qui est un rap tiré de la phrase culte de son film de 81, prononcée par le roi de France. Et la seconde, sortie en 83, du nom de To Be or Not To Be, et qui colle à la sortie du film du même nom auquel Brooks a participé. Que dire de plus sur cette seconde chanson, me demanderez-vous? Eh bien, elle est tout simplement plus connue sous le nom du Hitler Rap, et est un rap satirique de la société allemande des années 40, dans lequel Brooks se met dans la peau d'Adolf Hitler, ce qui amena une controverse en Allemagne, en se faisant interdire de diffusion à la télé et à la radio, mais qui rencontra un improbable succès dans les classements d'autres pays, notamment la Norvège, la Suède et l'Australie. Mothers in the fatherland. I said, dude, baby, I got me a plan. I said, what you got, Adolf? What you gonna do? I said, how about this one? World War Mais revenons à Sacré Robin des Bois et son succès plutôt modéré à sa sortie en 93. Les critiques seront mitigées car beaucoup trouvent ça infantile ou répétitif, mais le jeune public sera entièrement conquis, surtout grâce aux rediffusions télé et aux locations VHS. Deux ans plus tard, il décide de profiter du succès du Dracula de Francis Ford Coppola, sorti en 92, et réalise un pastiche comique qui se réfère bizarrement plus au Dracula de Todd Browning sorti en 31. Dracula, mort et heureux de l'être, sort le 22 décembre, et Brooks offre le premier rôle à l'un des acteurs comiques les plus drôles de l'histoire, Leslie Nielsen, retrouve pour la deuxième fois Amy Hesbeck, et caste à nouveau sa femme dans un second rôle. Mais le film est un nouvel échec commercial pour le réalisateur, à tel point qu'il n'est même pas distribué en salle en France et sort directement en vidéo. À 69 ans, Mel Brooks accumule les échecs depuis quelques années et ce film met fin à sa carrière de réalisateur. En effet, il continuera à jouer des seconds rôles dans quelques films, à faire du doublage dans des films d'animation comme Robots, Hotel Transylvanie 2 et 3 ou bien Toy Story 4, et il produira un remake de son propre film Les Producteurs en 2005 avec dans les rôles principaux Nathan Lane, Matthew Broderick, Hugh Matterman et Will Ferrell. Film qui sera d'ailleurs adapté en comédie musicale à succès, encore joué de nos jours. 2005 sera également une année sombre pour Mel Brooks, car le 6 juin de cette année, l'amour de sa vie, Anne Bancroft, avec qui il avait partagé sa vie et qui avait été un pilier pour lui, décéda à l'âge de 73 ans d'un cancer de l'utérus. Ensemble, ils formaient un couple rare à Hollywood, sans aucun scandale, sans éclat, rempli de tendresse et d'admiration réciproque. Quand elle est partie, j'ai cessé de vouloir tout comprendre. Mais en 2021, l'inimaginable a lieu. Le service de streaming Hulu annonce pour les 40 ans de son film culte La folle histoire du monde, une suite sous forme de mini-série de 8 épisodes et qui ramènera Mel Brooks à la réalisation, mais aussi en tant que producteur exécutif, scénariste principal et narrateur. Il sera accompagné de plusieurs showrunners habitués à la comédie pour l'écriture, Wanda Sykes, Nick Kroll et Ike Barinholtz. Et niveau casting, il rassemblera une liste impressionnante de comédiens de tout horizon. Danny DeVito, Jack Black, Taika Waititi, Zazie Beetz, Emily Ratajkowski et beaucoup d'autres. Et pour mon kiff personnel ultime, l'introduction de plusieurs membres des Jackass dont Johnny Knoxville pour des sketchs qui font partie à mes yeux des meilleurs passages de la série. I'm Rasputin, and this is getting stabbed in the back and thrown in the river Nieva.
Brooks revisitera de nouvelles époques, la guerre de sécession, la révolution russe, la Seconde Guerre mondiale, l'Antiquité et d'autres, et réalise également un sketch entier basé sur la blague de Hitler on Ice, présente dans la fausse bande-annonce du premier film. La série sort sur Hulu le 6 mars 2023, et quelques temps plus tard sur Disney+ en France, et obtient un accueil plutôt partagé où globalement est loué l'humour parodique fidèle à Brooks, mais où l'humour est parfois lourd et jugé poussif. Malgré tout, ce retour inattendu est un véritable battement de cœur pour les fans du réalisateur, cœur qui n'est apparemment pas près de s'arrêter de battre, car très récemment, le 12 juin 2025, une bande-annonce teaser de la suite de Spaceball, sous la forme d'une parodie humoristique du générique de Star Wars, se moquant des grandes sagas cinématographiques sorties depuis 87, a été dévoilée, accompagnée d'une vidéo dans laquelle Mel Brooks, 98 ans, célèbre le retour de sa franchise. La sortie est prévue pour 2027 et on pourra retrouver au casting Brooks lui-même, qui reprendra son rôle de Yogourt, mais également Bill Pullman, revenant avec sa parodie de Han Solo, et qui sera accompagné de son fils Lewis, acteur lui aussi qui cartonne dans les films comme Top Gun Maverick et Thunderbolt. Mais la cerise sur le gâteau de cette surprise cinématographique inespérée est bien évidemment l'annonce du retour de Rick Moranis dans son rôle de Lord Casque Noir, mais aussi son retour dans le monde du cinéma, car à la suite du décès de sa femme Anne Belsky en 91, des suites d'un cancer, il avait pris la décision de mettre sa carrière en pause en 1997 pour se consacrer à l'éducation de ses enfants. On l'avait retrouvé vocalement dans Les Deux Frères des Ours, où il double un personnage secondaire, ainsi que dans une publicité en 2020 pour un opérateur téléphonique réalisé par Ryan Reynolds, apparition très remarquée à l'époque. Rick Moranis. So what do you want me to do? You want me to say something about mint? No, that would have been smart. But no, it's $30, it's unlimited, it'll do just fine. Sounds good. I really got to get a phone. So why am I here? I'm just a huge fan. Oh, stop it. Come on, No, stop it. seriously, massive. That's it? That's it. See ya. Hi, Rick Moranis. Mel Brooks, un des 21 artistes qui à ce jour fait partie de la liste réduite des détenteurs des EGOT, c'est-à-dire les artistes qui ont remporté un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony Awards, aux côtés d'Audrey Hepburn, Mike Nichols ou alors plus récemment Elton John, a traversé près d'un siècle de vie en rendant le monde un peu plus drôle et un peu plus libre. De Brooklyn jusqu'au plateau de Hollywood, de la télévision des années 50 aux comédies musicales de Broadway, il a su imposer un style unique, audacieux et irrévérencieux. Un humour qui ose tout, qui bouscule, qui démasque. Ces films ne se contentent pas de faire rire, ils interrogent, renversent les codes et rappellent que la satire est un miroir, souvent déformant mais toujours révélateur. De son premier film Les Producteurs au Shérif est en prison, du Grand Frisson à Sacré Robin des Bois, il a démontré que l'on pouvait rire de tout, à condition de savoir pourquoi et comment. Mais ce qui rend Mel Brooks si singulier, c'est sa capacité à rester humain dans le succès comme dans l'échec, de rester fidèle dans l'amour aux côtés d'Anne Bancroft, la femme de sa vie, sa muse, qui mènera de son côté sa propre carrière et qui deviendra une des plus grandes actrices du 7e art, brillant au théâtre comme au cinéma et inspirant même le monde de la musique en devenant la figure d'une des chansons les plus identifiables, et également fidèle en amitié, retrouvant régulièrement sa troupe d'amis comédiens, Gene Wilder, Madeleine Kahn, Dom DeLuise, Sid César, Harvey Korman, mais aussi ses amis derrière la caméra, John Morris, Barry Levinson ou encore Sidney Glazure. Son entourage, ses collaborateurs, ceux qui l'ont suivi à l'écran ou derrière la caméra, parlent tous d'un homme généreux, exigeant et profondément loyal. Aujourd'hui, à 99 ans, il est bien plus qu'un réalisateur ou un auteur à succès. Il est une figure culturelle, un passeur d'humour rivalisant avec les parodies des Zaz ou bien celles des frères Wayans. Alors que le rideau se baisse sur ce portrait, une chose est sûre, tant qu'il y aura des gens pour rire des injustices, de l'absurde et des puissants, l'esprit de Mel Brooks ne sera jamais très loin.